De retour en direct à Nicosie pour suivre cette troisième étape matinale du voyage de Benoît XVI ici à Chypre. Nous sommes maintenant à l'archevêché orthodoxe qui est situé donc à Nicosie. Le pape a fait une dizaine de kilomètres entre l'école maronite et cet archevêché. Et nous allons participer à cette visite de courtoisie entre Benoît XVI et Chrysostome II, donc qui est archevêque grec orthodoxe de Chypre. L'église orthodoxe de Chypre est une église indépendante, autocéphale, et donc c'est l'archevêque Chrysostome II qui est donc le chef de cette église, et vous allez pouvoir le voir. L'archevêché est de style néo-byzantin. Il a été construit entre 1956 et 1960 à côté du vieux palais qui date lui du XVIIIe siècle et tout à côté de la cathédrale Saint-Jean dans laquelle nous retrouverons le pape. Voilà l'archevêque qui est venu accueillir le pape à sa voiture, descendant les marches avec ses fleurs offertes au Saint-Père. Et vous allez pouvoir le constater quand nous allons voir la façade de cet archevêché. Il y a un drapeau du Vatican qui flotte avec le drapeau chypriote et puis le drapeau grec. Important dans un lieu orthodoxe de voir le drapeau du Vatican flotter. Voilà. Alors vous le savez, 78% de la population de l'île est grecque orthodoxe. On l'appelle communément l'église de Chypre et c'est une des plus anciennes églises autocéphales. Et Chrysostome II a été élu en 2006. Et donc, c'est l'archevêque patriarche, alors que on présente au Saint-Père les différents évêques et personnalités orthodoxes rassemblés ici dans cet archevêché. Alors, il existe un lien important entre l'église orthodoxe chypriote et la nation chypriote aussi, parce que d'abord, l'archevêque Makarios III a été le premier président de la jeune République de Chypre, tout de suite après l'indépendance. Et cette visite va se dérouler en deux temps. Un premier temps, un entretien privé entre l'archevêque et le Saint-Père. Et puis ensuite, il y aura l'échange de salutations et de cadeaux entre les deux chefs d'église. Et vous savez que le pape Benoît XVI est particulièrement engagé dans l'œcuménisme et dans le rapprochement avec les églises orthodoxes. Beaucoup de contacts se sont faits récemment, et vous le savez, avec l'église orthodoxe russe. Et on voit une fois de plus aujourd'hui le climat entre l'archevêque chypriote et le Saint-Père est excellent. L'accueil, on l'a vu hier dès l'aéroport, et à la célébration œcuménique est un moment non seulement d'échange spirituel, mais aussi de compréhension et d'entente. Alors il y a plusieurs archevêchés à Chypre, et on l'a vu hier à la célébration œcuménique, des églises orthodoxes accueillent aussi les célébrations catholiques ou anglicanes. Et alors que le Saint-Père et l'archevêque ont leur entretien privé, nous retrouvons maintenant Philippine de Saint-Pierre au téléphone. Alors Philippine, vous suivez pour nous au plus proche du pape toute cette visite, et
on a l'impression qu'il y a, c'est vrai que la communauté catholique est petite à Chypre, mais il y a un accueil tout à fait chaleureux et une fierté d'accueillir le Saint-Père. Pour les catholiques, c'est évident. Il y avait beaucoup d'émotions tout à l'heure à l'école Saint-Maron, dans ce tout petit troupeau ultra minoritaire. Peut-être, j'espère, l'avez-vous perçu, mais les gens étaient très très émus que le pape vienne ainsi leur rendre visite. De la sympathie manifeste de la part des autres habitants, même si évidemment on n'assiste pas du tout au déploiement de foule dont on a l'habitude dans les déplacements pontificaux. À peine quelques dizaines de personnes là à l'instant devant l'archevêché orthodoxe au moment où la voiture du pape est arrivée. C'est d'ailleurs assez drôle parce que les habitants manifestent une curiosité sympathique. Certains sont à leur balcon pour regarder passer le cortège, mais sans excitation particulière. Et comme signe anecdotique, on peut signaler que c'est seulement quelques petits instants avant l'arrivée du cortège pontifical que la police a fermé à la circulation la rue qui se trouve juste devant et qui jouxte l'archevêché. Alors Philippine, on sait que c'est un pays à majorité orthodoxe. Il y a un intérêt des orthodoxes pour la visite du pape en dehors des responsables de l'Église ? Du côté des fidèles, c'est difficile à mesurer de manière précise. Vous avez su bien évidemment que quelques voix se sont élevées, quelques voix contradictoires se sont élevées ces jours derniers, en particulier celle de l'évêque de Limassol pour protester contre cette invitation faite par Chrysostome à Benoît XVI, mais elles sont, ces voix, même si elles parlent fort, elles sont très minoritaires. Ici, l'église de Chypre a une très longue tradition d'ouverture écuménique que le pape n'a pas manqué de saluer d'ailleurs à chacune de ses interventions devant Chrysostome depuis son arrivée hier. Très longue tradition d'ouverture, en témoigne l'accueil par exemple d'une des rencontres de Sant'Egidio ici à Chypre il y a quelques années, ou encore l'accueil de la commission mixte théologique catholique orthodoxe il y a 2 ans. Quel est l'état d'esprit du pape depuis son arrivée hier? Alors on l'a vu et c'était étonnant d'ailleurs tout à l'heure assister à ce moment folklorique où on a vu tout l'âme du peuple chypriote s'exprimer à travers ses danses, ses musiques. Mais comment est-ce que le pape vit tout ça, vous qui êtes auprès de lui? Écoutez, je ne crois pas pouvoir lire dans ses pensées. Ce qu'on observe, c'est que, effectivement, quand le pape rencontre les catholiques, c'était la première rencontre à l'école Saint-Maron qui était destinée spécifiquement aux catholiques. C'est une fête de famille, c'est une fête de paroisse, si l'on compare par rapport à la taille de la population concernée. Et donc, ça se vit comme une fête de paroisse avec beaucoup de joie, beaucoup de ferveur et cette émotion qui est liée à la situation particulière de ces communautés, situation particulière qui concerne aussi les orthodoxes. Il faut penser qu'à quelques kilomètres de là où nous sommes, dans la partie nord de l'île, les églises sont transformées en mosquées, en musées, quand elles ne sont pas purement et simplement détruites. Alors, le pape est très attentif à encourager ce tout petit troupeau catholique. Il est très attentif aussi à s'exprimer sur le dialogue écuménique pour cette première visite dans un pays à majorité orthodoxe. Mais sur les questions qui divisent Chypre, les questions de géopolitique, les questions de relations avec la partie nord de l'île et avec la Turquie, eh bien, on peut souligner que le pape, hier comme ce matin, n'a pas répondu directement au discours condamnant fermement la Turquie, qu'ont tenu successivement hier l'archevêque Chrysostome et puis ce matin le président, dans des termes plus politiques. Eh bien, le pape ne répond pas directement à cette question. On pourrait dire qu'il en appelle à la responsabilité de chacun pour trouver des solutions justes, mais sans vouloir s'exprimer sur les aspects concrets du dossier de la partition de l'île de Chypre. Alors Philippine, nous sommes en ce moment à l'archevêché orthodoxe. On sait l'importance pour Benoît XVI de ce dialogue avec les différentes églises orthodoxes. C'est une volonté aussi de la part de Chrysostome II de dialoguer avec l'évêque de Rome, avec le chef de l'église catholique? Oui, chez Chrysostome, la démarche n'est pas nouvelle. Il faut se souvenir qu'il a déjà rendu visite à Benoît XVI. C'était en 2007. Il est venu à Rome. Il a à nouveau accompagné le président chypriote lors de sa visite en l'année 2002. L'archevêque Chrysostome est un ardent travailleur de la cause écuménique. C'est aussi un proche du patriarcat de Moscou. Et en cela, ces rencontres entre Benoît XVI et Chrysostome ne sont pas indifférentes. Elles peuvent contribuer aussi à poursuivre le travail de rapprochement entrepris entre Rome et Moscou. Mais plus généralement, le pape est venu dire ici toute la richesse des traditions des chrétiens d'Orient, la nécessité
vital, a-t-il dit, de leur présence dans ces terres qui ont vu le Christ, dans ces terres où s'est d'abord propagée la bonne nouvelle de l'Évangile. Et donc il s'adresse bien sûr aux catholiques de tradition orientale, mais aussi à ceux qui forment l'immense majorité de la population ici, les orthodoxes. Alors justement, on parle de ces catholiques de tradition orientale. On a vu tout à l'heure à l'église, à l'école Saint-Maroun, tous ces patriarches catholiques qui sont présents, notamment parce que demain matin, le pape s'adressa particulièrement à eux à l'occasion de la remise du document préparatoire final du synode qui va se dérouler au mois d'octobre, entre le 10 et 24 octobre à Rome. Il y a tout l'Orient qu'on retrouve ici encore, notamment toute l'église d'Orient, cette terre, on peut dire cette terre sainte avec l'épisode des Actes des Apôtres dont on a fait mémoire hier, qui s'est passé sur cette terre ici. On vit réellement ici le sentiment d'être les successeurs des premières communautés fondées par les apôtres et les disciples. Oui, incontestablement. Benoît XVI a placé cette visite dans la lignée de celle qu'il a effectuée en Terre Sainte. C'est Chypre qu'il a choisi pour donner cet instrument de travail préparatoire à tous les chefs des églises orientales dans la perspective du synode d'octobre prochain, vous le rappeliez. Et donc, incontestablement, on est là sur la Terre Sainte. D'ailleurs, regardez, les catholiques de rite latin qui vivent à Chypre, eh bien, ils dépendent directement du patriarche de Jérusalem. Pourquoi est-ce que le pape choisit justement de voyager ici? Alors on sait que c'est le premier pape à venir à Chypre. Et pourquoi est-ce qu'il remet ce document si important ici à Chypre? Écoutez, il y a sans doute plusieurs raisons. La première et la plus évidente, c'est que ici, justement, le pape n'était encore jamais venu dans la période moderne. Or, c'est un pays qui joue un rôle important par ses racines chrétiennes. C'est l'île la plus à l'est de la Méditerranée. C'est la jonction, précisément, entre l'Europe et le Moyen-Orient. C'est aussi un pays qui a largement contribué à l'édification de la pensée européenne dans la sphère de la philosophie grecque. C'est un lieu important pour notre histoire commune, pour notre racine commune de l'Europe auquel Benoît XVI, on le sait, est attaché et dont il veut raviver le sentiment que nous en avons de ces racines communes. Et puis c'est un lieu qui ne va pas bien, c'est une île qui souffre particulièrement depuis 1974, mais le conflit a déchiré les Chypriotes dès le début des années 60 de l'indépendance, lorsque la tutelle britannique s'est retirée. Et donc il est légitime que le successeur des apôtres, le serviteur des serviteurs de Dieu, vienne réconforter les fidèles qui se trouvent dans des situations particulièrement difficiles. Le pape l'a dit hier, il ne vient pas avec des solutions politiques, ce n'est pas le but de son voyage, il n'est pas un messager politique, mais il vient dans l'espoir de contribuer à aider les âmes à s'ouvrir à la paix, parce que Benoît XVI le martèle depuis hier, la question de la paix, c'est d'abord une disposition du cœur, c'est d'abord une disposition des esprits, une capacité à voir dans l'autre un frère et non pas un ennemi. Alors justement, revoir un frère, pas un ennemi, le pape est revenu sur cette nécessité de la paix, notamment hier dans l'avion, pour parler de la situation internationale, notamment au Moyen-Orient et à Gaza. Toujours ce même discours, ce pèlerin de la paix qu'est le pape, essayant de mettre du lien entre toutes les communautés. Oui, c'est ce que je vous disais, c'est la raison pour laquelle sans doute il a choisi de ne pas s'exprimer de manière concrète sur la question chypriote, sur la division de l'île, mais à chaque fois d'appeler les responsables politiques à être responsables, à chercher les voies du dialogue les uns avec les autres, car c'est là leur véritable mission pour assurer des conditions de vie dignes, pour assurer une situation juste là où ils sont en responsabilité. C'est aussi la raison pour laquelle, selon toute vraisemblance, le pape a voulu insister hier dans l'avion pour que l'on n'attribue pas l'assassinat de Monseigneur Padovese, le président de la conférence épiscopale de Turquie, un fervent travailleur de la paix et de la rencontre écuménique et du dialogue interreligieux en Turquie, qui a été assassiné jeudi. Et le pape a insisté pour que l'on n'attribue pas cet assassinat aux Turcs et à la Turquie, et que cet assassinat ne vienne pas, a-t-il dit, obscurcir le dialogue avec l'islam. D'ailleurs, Monseigneur Padovese devait participer à ce voyage pendant ces 3 jours.
bien évidemment, il devait faire partie même de la suite du pape pendant ces 3 jours. Monsieur Padouzé avait, Benoît XVI l'a rappelé hier, très largement contribué aux travaux préparatoires du synode au cours de ces derniers mois. Bon, merci Philippine. On vous retrouvera bien entendu à travers tous les flashs au cours de cette journée et demain, alors que se continue encore cet entretien privé entre l'archevêque de l'Église orthodoxe et le pape Benoît XVI. Et voilà, alors qu'à l'image, nous voyons justement les différents drapeaux sur cette façade de l'archevêché. Vous voyez à gauche le drapeau du Vatican. C'est quelque chose d'important sur un bâtiment de l'Église orthodoxe. Le drapeau de Chypre avec, vous voyez cette île de couleur cuivre. Je vous disais tout à l'heure que le mot Chypre venait du mot grec cuivre, et puis après nous voyons en dernier le drapeau grec et le drapeau européen, montrant ainsi la présence de cette île au cœur de l'Europe. Alors, vous le savez, Philippine nous le redisait encore, cette situation politique délicate pour cette île avec le nord et le sud qui sont séparés. Nous sommes en ce moment dans la partie sud. D'ailleurs, la ville de Nicosie en elle-même est séparée en deux. Cette capitale est traversée par une zone tampon, cette fameuse zone verte qui est sous mandat de l'ONU, où d'ailleurs sont situés quelques villages, dont l'Annonciature dans laquelle réside le pape pendant ces journées. Nous serons d'ailleurs tout à l'heure à l'église Sainte-Croix et là nous serons aussi dans la zone verte, et dans la zone nord il y a eu des églises, donc Philippe nous le disait, qui ont été transformées en mosquées. Les villages maronites, toutes les communautés maronites ont été obligées de fuir toute cette partie-là, soit pour se rapatrier dans le sud, soit pour partir en diaspora. Et là, une fois de plus, on voit le drame de la guerre et le drame de la mésentente entre les peuples et les personnes. L'archevêque d'ailleurs Chrysostomos II dit que la situation des églises dans le nord occupé est l'une des préoccupations les plus graves, et Chrysostome dit qu'il espère que l'Église catholique est consciente du problème et va aider l'Église orthodoxe aussi à faire pression sur la communauté internationale pour soulever la question de trouver une solution qui est de plus en plus urgente et indispensable pour la richesse de la culture et de l'art qui appartient à l'humanité tout entière. Chrysostome II est fermement engagé dans le dialogue œcuménique. Et un des évêques orthodoxes reconnaît que pendant 1000 ans, ils étaient catholiques et orthodoxes étaient face à face dans une attitude hostile, et il a fallu attendre la rencontre historique entre Athénagoras et Paul VI en 1964 à Jérusalem pour entamer un dialogue de charité avec la levée mutuelle des anathèmes et des condamnations. Voilà, il y a vraiment une nouvelle phase aujourd'hui dans le dialogue, c'est celle du dialogue théologique, une tâche qui est difficile mais passionnante, mais qui montre aussi tous les points communs, et Dieu sait s'ils sont nombreux, voire très 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 nombreux, entre les catholiques et les orthodoxes. Et voilà que la suite du Vatican avec Monseigneur le cardinal Berton rejoint maintenant la cathédrale avec l'archevêque maronite et les différents évêques et popes orthodoxes qui vont maintenant aussi
rejoindre les différents cardinaux, évêques et monsignors qui s'installent dans cette magnifique cathédrale que nous allons contempler grâce aux images de la télévision chypriote et de la télévision du Vatican. Je vous rappelle que à Chypre, il y a 794 000 habitants. Il y a à peu près 25 000 catholiques, ça veut dire à peu près 3% de la population, qui sont répartis entre à peu près 8-9 000 maronites et 12 000 latins, avec une petite communauté arménienne catholique et une communauté arménienne orthodoxe apostolique. 78% d'orthodoxes et 18% de musulmans. Ce qui fait que près de 82% de la population est chrétienne à Chypre. Cette église qui a été fondée en 46 après Jésus-Christ avec l'arrivée de l'apôtre Paul et d'un de ses plus proches collaborateurs, Barnabé. Nous l'avons entendu d'ailleurs hier avec la lecture du livre des Actes des Apôtres, avec cet épisode où Barnabé, qui retourne à Chypre dans les années 50 en compagnie de son cousin Jean, qui sont considérés comme les missionnaires de l'île. Et Barnabé est considéré lui comme le fondateur de l'église chypriote. Alors je vous parlais de la communauté anglicane présente ici à Chypre, parce que vous le savez, Chypre a été sous domination anglaise jusqu'en août 1960, où la Grande-Bretagne a accordé l'indépendance à Chypre avec le traité de Lausanne. Et c'est donc l'archevêque orthodoxe Makarios III qui a été élu président. Il était donc à la fois archevêque, conservant ses responsabilités dans l'église orthodoxe locale, et aussi prenant la responsabilité politique de l'île. Alors sa béatitude, Chrysostomos II est donc l'archevêque de la Nouvelle Justine et de tout Chypre. Il est né tout près de Paphos, nous y étions hier, en 1941. C'est donc un jeune archevêque qui a été élu par le Saint-Synode de l'Église de Chypre en 2006. Archevêque, on pourrait presque dire patriarche de cette église autocéphale. Il a été higoumène dans le monastère de Saint Néophytos à Paphos. Higoumène, c'est-à-dire, on pourrait dire père abbé, entre 72 et 78. Et en 78, il a été élu métropolite de Paphos, et poste qu'il a occupé jusqu'à ce qu'il devienne archevêque de tout Chypre. Il a été présent notamment à l'inauguration du pontificat du pape Benoît XVI en 2005. Et Benoît XVI avait envoyé une délégation à la cérémonie d'intronisation de l'archevêque Chrysostomos dans sa cathédrale de Nicosie. C'était le 12 novembre 2006. En juin 2007, Chrysostomos II et Benoît XVI se rencontraient au Vatican et ont signé une déclaration commune à cette époque-là. Donc vous voyez que Benoît XVI et Chrysostomos II se connaissent, et visiblement la simplicité de leur contact montre qu'ils s'apprécient mutuellement. Voilà, cet entretien privé est maintenant terminé et on ne doute pas qu'ils aient parler du rapprochement entre
les églises catholiques et les églises orthodoxes pendant tout cet entretien et aussi de la situation des Chypriotes dans ce pays divisé. Τους βλέπετε να εξέρχονται και να μετακινούνται προς το άγαλμα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου. Είναι στο προάβλιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής το άγαλμα. Et maintenant, un hommage est rendu à l'archevêque Makarios III. Le Saint-Père et sa béatitude contemplent et vous avez pu voir une bénédiction de la part du pape de cette statue. Hommage à cet évêque qui fut le premier président aussi de cette île de Chypre. Voilà, et c'est en italien que le dialogue se fait. Le prêtre situé à la droite du pape parle italien et donc conduit le pape à travers cette cour de l'archevêché jusqu'à la cathédrale dans laquelle nous allons nous rendre pour pouvoir écouter les échanges de paroles entre les deux hommes. Et comme dans toute église ou cathédrale orthodoxe, l'iconostase que nous voyons au fond de cette image marque la séparation entre les choses de la terre et les choses du ciel. Et c'est donc devant cette iconostase, devant la porte royale, que vont prendre place le Saint-Père et sa béatitude. C'est donc sa béatitude Chrysostome qui va accueillir le Saint-Père. Sainteté Benoît, pape de l'ancienne Rome. C'est avec des sentiments de grand respect et d'amour. C'est avec des sentiments de grand respect et d'amour que je souhaite la bienvenue à vous-même et à votre entourage dans notre cathédrale. Notre Église a eu l'histoire de 2 millénaires, commençant en 45, lorsqu'elle a été la première Église des nations, fondée par les apôtres Barnabé et Paul. Durant 2000 ans de son histoire, notre Église a vécu des périodes de spiritualité fructueuse et de splendeur. Et sa spiritualité a illuminé les évêques qui ont participé à tous les conciles œcuméniques, au sein desquels ils ont souvent joué un rôle important. Sua Santità Benedetto XVI, Papa della Prima Roma,
Et les paroles de Chrysostomos II sont traduites en italien. Vi diciamo il benvenuto a lei e al suo seguito il ben arrivati nella nostra cattedra. La nostra Chiesa di Cipro ha percorso 20 secoli di vita e di cammino storico già dal 45 d.C., dalla sua fondazione. È la prima Chiesa tra le nazioni che fu fondata dai Santissimi Apostoli Barnaba e Paolo. In questo lungo periodo di 2000 anni ha lasciato forti testimonianze di spiritualità ricca e piena di splendore. I Santi Padri della Chiesa di Cipro hanno partecipato in tutti i concili ecumenici e spesso hanno svolto un ruolo teologico molto attivo e decisivo. En 431, le troisième concile œcuménique d'Éphèse a honoré l'église de Chypre en la déclarant autocéphale selon son 8e canon. L'empereur byzantin Zénon a ensuite octroyé à notre Église les privilèges et les statuts impériaux. Ces droits et privilèges ont été par la suite ratifiés par le concile œcuménique in Trullo en 691. Récemment, en réponse aux appels des temps, l'Église de Chypre a restructuré et réinstitué d'anciennes métropoles et évêchés dans le but d'un meilleur accomplissement de sa mission historique. Inoltre, il Concilio Ecumenico III di Efeso, 431 d.C., tramite il suo canone ottavo, ha riconosciuto e difeso per la Chiesa di Cipro di essere autocefala, indipendente. In seguito è stata rinforzata con privilegi imperiali da parte dell'imperatore bizantino Zeno. Questi privilegi e titoli sono stati poi confermati e sottolineati dal V-VI Pantecti Concilio Ecumenico dell'anno 691 d.C. Proprio nei nostri giorni la nostra Chiesa ha risposto alle necessità spirituali, molte delle quali sono urgenti e specialmente in epoca moderna diventano spesso urgenti. Sainteté, malgré le petit nombre de ses croyants, l'Église de Chypre tient une position éminente au sein de l'orthodoxie et se réjouit des relations fraternelles qu'elle a avec toutes les églises. Effectivement, en entrant au XXIe siècle, qui est un siècle de dialogue, de rapprochement et de compréhension mutuelle, nous sommes déterminés à poursuivre ce chemin, convaincus que c'est la volonté du Seigneur, plein de miséricorde. Encore une fois, nous exprimons notre joie et notre honneur de vous avoir ici parmi nous aujourd'hui. Nous vous souhaitons un séjour plaisant à Chypre et un bon retour à votre cathédrale. Così si è organizzata, fondando di nuovo le sue antiche metropolie ed i vescovati nel loro antico splendore, volendo sempre rispondere alla sua missione storica nel mondo di oggi. Sua Santità, la Chiesa di Cipro,
È una Chiesa con un numero di fedeli cristiani proporzionalmente piccolo e invece ha una posizione tra le prime chiese nell'ortodossia e ha relazioni di fratellanza, avvicinamento e concordia con tutte le chiese nel mondo. Specialmente adesso, con la nostra entrata nel secolo XXI, il quale rappresenta un'epoca di dialogo, riavvicinamento e riconciliazione, abbiamo deciso di continuare questo cammino significativo e pieno di pace perché siamo sicuri che questa è la nostra missione dataci per la volontà di Dio pieno di bontà. Chiudendo il nostro benvenuto, esprimiamo un'altra volta la nostra felicità per il grande onore che abbiamo con la vostra presenza piena di amore fraterno. Vi auguriamo di cuore una piacevole permanenza alla nostra isola di Cipro e un buon ritorno alla vostra sede romana. Béatitude. Je vous salue avec affection fraternelle dans le Seigneur ressuscité et je vous remercie pour votre accueil chaleureux. Je me rappelle avec gratitude de la visite que vous avez effectuée à Rome il y a 3 ans et je me réjouis que nous nous rencontrions de nouveau aujourd'hui dans votre bien-aimée patrie. Par votre entremise, je salue le Saint-Synode ainsi que tous les prêtres, les diacres, les moines, les religieuses et les fidèles chrétiens de l'Église de Chypre. Avant toute chose, je voudrais exprimer ma gratitude à l'Église de Chypre pour l'hospitalité qu'elle a accordée l'année dernière à la Commission mixte internationale lors de sa rencontre à Paphos. Je vous suis aussi reconnaissant pour le soutien que l'Église de Chypre, par son ouverture et par la clarté de sa contribution, a toujours tenu à la tâche du dialogue. Que l'Esprit Saint guide et raffermisse cet engagement hautement ecclésial pour la restauration d'une communion pleine et visible avec les Églises orientales et occidentales, une communion qui doit être vécue dans la fidélité à l'Évangile et à la tradition apostolique, dans le respect des traditions propres à l'Orient et à l'Occident, et dans l'ouverture à la diversité des dons par lequel l'Esprit fait croître l'Église dans l'unité, la sainteté, la paix. Cet esprit de fraternité et de communion trouve également son expression dans la généreuse contribution que votre béatitude a envoyée au nom de l'Église de Chypre aux sinistrés du tremblement de terre qui a touché l'Aquila près de Rome et dont les besoins me tiennent à cœur. Dans ce même esprit, je vous rejoins maintenant dans la prière pour qu'avec l'aide de Dieu, tous les habitants de Chypre aient la sagesse et la force nécessaires pour travailler ensemble en juste règlement des problèmes restés jusque-là sans solution, pour rechercher la paix et la réconciliation et pour construire à l'intention des générations futures une société caractérisée par le respect des droits de tous, y compris des droits inaliénable à la liberté et à la conscience de culte. Chypre est traditionnellement considérée comme une partie de la Terre Sainte et la situation de conflit permanent au Moyen-Orient doit préoccuper tous les disciples du Christ. Personne ne peut rester indifférent aux multiples besoins de chrétiens de cette région en conflit, afin que ces anciennes églises puissent vivre dans la paix et dans la prospérité. Les communautés chrétiennes de Chypre peuvent devenir un espace très propice à la coopération œcuménique
par sa prière, son engagement solidaire pour la paix, la réconciliation et la stabilité de ces régions bénies par la présence du Prince de la paix au cours de sa vie terrestre. Animé par de tels sentiments, je vous remercie encore une fois, béatitude, pour votre accueil fraternel et je vous assure de mes prières pour votre personne, pour tout le clergé, pour tous les fidèles de l'Église d'Égypte. Que la joie du Christ ressuscité soit toujours avec vous. Πάτερ Δημήτριος για την ξενάγηση. Πάτερ Δημήτρη, έλα εδώ μπροστά. The Cathedral of St. John the Theologian. La cathédrale de Saint-Jean le Théologien a été fondée en 762 until 1750, when Archbishop of Cyprus was Philotheos by an unknown wall painter. Probably the issues of the wall paintings were selected by Philotheos. The most important wall painting, we could say, les décors de la cathédrale ont une signification importante. Where the painter combines harmoniously the age that Christ was crossed with the age that painter rappelle justement le crucifié et aussi la résurrection du Christ. La croix, le signe de la passion qui portait la souffrance sous la domination turque. With Turkish costumes. Also, we can see that some Roman soldiers are dressed with Turkish les soldats, on peut voir aussi des soldats romains. Probably, the painter painted there the Turkish political and military leaders of that age. C'était une réalisation du message dans la Constitution dans des circonstances historiques de la théocratie. Le drame de la Passion de Christ vu comme le drame de l'occupation. En même temps, la décoration et les fresques de cette rappellent les privilèges dont l'Église de Chypre jouissait, qui remontaient à l'époque romaine byzantine. Des sculptures en bois, il y a des icônes dorées avec une technique très raffinée. Il y a des scènes de l'Ancien Testament, Abraham, la très sainte Trinité, l'icône du Christ, la Vierge Marie de Saint Jean-Baptiste, qui ont été faites par des artistes très connus, des peintres de l'école de Crète. La partie supérieure, il y a des figures des apôtres. Différentes personnalités, des moines qui ont participé au décor de cette cathédrale. Et par le biais de ces icônes, les artistes ont voulu montrer aussi leur souffrance. On peut voir aussi une icône qui a été faite à Venise par un iconographe connu, dédiée
offerte par un commerçant chypriote qui à cette époque vivait à Venise. Voici l'icône dont on vient de parler. Vous savez, la tradition importante pour l'Église orthodoxe, comme dans beaucoup d'églises aussi orientales catholiques, de l'icône, qui n'est pas une peinture, mais qui est une véritable prière. D'ailleurs, on dit souvent que les icônes sont écrites et ne sont pas donc peintes. Et le moine, la moniale ou l'artiste qui fait cette icône, à chaque coup de pinceau, dit « Kyrie eleison », Seigneur, prends pitié. Voilà, nous quittons cette cathédrale orthodoxe de Nicosie avec ses décors superbes, tant dans l'iconostase qu'à travers les fresques qui ont été peintes. Le Saint-Père va déjeuner ici à l'archevêché à l'invitation de Chrysostomos II ainsi que sa suite. Et puis après, il se rendra à l'Annonciature où il aura un temps de repos et nous le retrouverons à partir de 16h30 pour une messe avec les prêtres, les religieux et religieuses, les diacres et les représentants des mouvements ecclésiaux de Chypre. Ce sera à l'église paroissiale latine de la Sainte Croix, Holy Cross de Nicosie. Merci de votre fidélité. Nous quittons donc maintenant Chypre. Nous nous retrouverons donc à partir de 16h30 en direct pour suivre et vivre ensemble la célébration de la messe. À très bientôt.